la conduite à tenir devant une fièvre aiguë. D'accord? La fièvre est un motif de consultation, comme vous le savez, très fréquent en maladies infectieuses. D'accord? Donc, comme j'ai toujours dit à mes étudiants, si on n'a pas de fièvre, on ne consulte pas en maladie infectieuse. Donc, c'est le visa pour consulter en maladie infectieuse. Donc, sans fièvre, généralement, on ne consulte pas. Donc, comme je l'ai dit, c'est un motif de consultation fréquent et ça peut être aussi le signe d'une pathologie qui est grave. Donc, on va aborder ce sujet-là et on va le traiter en long et en large. D'accord? Donc, on définit c'est quoi une fièvre. Donc, brièvement, la fièvre, vous avez fait la définition, on vous a parlé de la fièvre, vous connaissez c'est quoi une fièvre. Donc, la fièvre ou l'hyperthermie de pathologie, donc c'est un dérèglement du centre régulateur qui est l'hypothalamus. D'accord. Qui régule la température. Donc, ce dérèglement ou cette mesure adaptive à cette agression, elle se fait sous l'action pyrogène. D'accord. Qui vont stimuler. Voilà, très bien. Sous l'action des pyrogènes. Quels sont les pyrogènes? On connaît. Les bactéries, virus, très bien. Les bactéries, les endotoxines, les virus, les complexes, d'accord? Qui sont à l'origine de ce dérèglement. Donc, ce qu'on appelle les pyrogènes, qu'est-ce qu'ils vont libérer? Ils vont libérer des prostaglandines. Pas des toxines, ils vont libérer des prostaglandines. Ces prostaglandines sont aussi l'un des mécanismes de défense non spécifiques. Donc, ils vont donner quoi? Ils vont donner une réponse inflammatoire aiguë. D'accord? Donc, aussi la fièvre, quand on dit fièvre n'est pas synonyme d'infection. Elle peut être liée aussi à un syndrome d'hyperthermie. Par exemple, quand un malade est sous un neuroleptique, donc quand il fait un sevrage, quand il arrête, donc il peut faire de la fièvre. Donc, ce n'est pas synonyme d'une pathologie infectieuse. Ça peut être aussi un manque d'entrée à une fièvre au long cours. Ce qui est maladie de système, ce qui est néoplasie, très bien, vascularite, d'accord? Et aussi, c'est très important, j'ai dit au début que par rapport aux pathologies infectieuses, j'ai dit c'est le visa, si on n'a pas de fièvre, on ne consulte pas en maladie infectieuse. Mais parfois, cette fièvre peut manquer. Et c'est toujours une maladie infectieuse qu'on appelle les toxi-infections. Quand on a une toxi-infection, mais il y a des signes quand même prédictifs, il y a des signes qui orientent vers la pathologie infectieuse. Par exemple, si on fait une toxi-infection alimentaire, donc tout ce qui est toxi-infection, ce n'est pas le germe qui va agir, c'est sa toxine. Donc, si la toxine agit, il n'y aura pas vraiment un état infectieux, par exemple, il n'y aura pas une fièvre très importante. Donc, c'est la toxine qui va agir. Donc, on aura un syndrome infectieux atténué, vraiment atténué, ou on n'aura pas du tout de fièvre. Est-ce que vous connaissez d'exemples ou pathologie infectieuse sans fièvre? Choléra, par exemple, il n'y a pas de fièvre, mais quand même, il y a des signes, fièvre, diarrhée, vomissement. Donc, ça oriente quand même vers transmission hydrique. Il y a d'autres paramètres qui nous orientent vers la pathologie infectieuse. Ça peut manquer, mais quand même, il y a des signes qui orientent vraiment. Là, on peut tolérer. Il n'a pas le visa, mais il peut quand même consulter. On va voir si on le fait. Voilà, s'il passe les frontières ou non. Il va passer, c'est une. D'accord. Très bien. Donc, choléra, tétanos, c'est toutes ces infections. Botulisme. Parfois, c'est atténué comme un toxine, par exemple, comme la diphtérie, c'est une toxi-infection. Il y a la bactérie, mais il y a la toxine qui va agir. Vous allez voir quand on va le cours sur les angines, la diphtérie, il y a de la toxine qui va diffuser. Ça donne un syndrome infectieux, mais très atténué. On va faire les 38,5. C'est pas comme une fièvre qui est très élevée par rapport aux méningites bactériennes, par rapport à d'autres pathologies. D'accord. Donc, certains terrains aussi peuvent manquer si le sujet est immunodéprimé. Donc, chez nous, on voit fréquemment le sujet immunodéprimé. Donc, s'il ne fait pas de fièvre, un sujet en réanimation, la fièvre peut manquer sur certains terrains, un sujet âgé. D'accord? Mais la fièvre, c'est synonyme d'infection en général. Donc, mis à part son étiologie, cette fièvre peut être potentiellement grave. Mis à part bactérien, virale, toute fièvre peut être grave chez qui? Il y a des terrains. Nourrissons. Très bien. Il y a les nourrissons. Voilà, nourrissons, l'enfant moins de 4 ans. Très bien. Par rapport à quoi cette fièvre peut être grave?
Voilà, tolérance aussi. Donc, il risque l'enfant, le nourrissant de, très bien, de convulser. Et ça peut engendrer, donc, ce qui est comme déperdition quand on fait de la fièvre. Il y a une déperdition, qu'est-ce qu'on perd? Très bien. Déshydratation, c'est un petit poids, le poids va faire de la fièvre élevée, donc il va perdre, il va se déshydrater. D'accord, c'est de même chez le sujet âgé, c'est le même principe. Il peut avoir aussi le trouble du comportement par rapport à cette fièvre. Et chez la femme enceinte, ça peut aussi donner très bien un avortement, une prématurité. Donc, ça peut être néfaste. Donc, ça nous dit, voilà, ça nous oriente vers la prise en charge. Donc, il faut agir vite chez. Donc, pourquoi ça nécessite même une hospitalisation? D'accord? De par, j'ai dit, la gravité de la pathologie. Voilà, bon, pour cette fièvre, le malade est là. Donc, il y a des techniques de prise et des normes. On ne peut pas dire que celui-là, il fait une fièvre, ce malade, il fait de la fièvre. Voilà, sans chiffrer. Donc, la fièvre, elle est prise à distance des repas et au repos. Au moins allongé 15 minutes pour dire le malade, donc si je place, moi je suis pratique, hein, un TD c'est pratique. Moi si je prends, et il fait 1,40, c'est pas la peine de l'allonger. Moi, ça c'est vraiment théorique ce que je dis. Et pour les TD, moi je préfère être pratique. Hein. Donc quand tu la quantité de 38, quand on surveille la fièvre, quand le malade est hospitalisé, mais aux urgences, on ne va pas attendre qu'il soit allongé 15 minutes. D'ailleurs, il est brûlant d'avoir un malade, on sait qu'il est en train de faire de la température. D'accord? Donc, il y a la température, elle peut être prise par voie orale, au niveau rectal, très bien, et maxillaire, voilà, au niveau de l'oreille. D'accord, on passe sur ça. Donc, la fièvre, elle répond quand on dit que le malade est fébrile à partir de quel chiffre? 38 le matin, 33 le soir. Très bien. Donc, on va voir aussi l'aspect, la précocité et la durée de cette fièvre. Donc, il faut noter toujours l'horaire de prise. Là, quand on surveille, hein, l'horaire, la technique de la prise, effectuer une compte de température, là, généralement, pour toute fièvre, chez un malade fébrile, et on surveille cet aspect et cette durée, cette précocité. Donc, on va voir aussi, voici, c'est sur le mode d'installation, une fièvre dans l'installation est brutale, généralement, ça c'est quoi? Aigu. Aigu. Qui dit aigu, dit Urgence. Urgence, gravité. Donc, progressive, généralement brutale, c'est l'état septique, progressive, c'est suppuration profonde, inflammatoire, insidieux, généralement, c'est par exemple la tuberculose, des néoplasies. Le type de fièvre, on va typer la fièvre. Chaque type de fièvre oriente vers une pathologie. Elle peut être, ce type de fièvre peut être en plateau, comme la fièvre typhoïde, peut-être ondulante, voilà, très bien, suppuration très bien, peut-être anarchique. Donc, et la durée de la fièvre. C'est la durée qui va trancher entre une fièvre aiguë, prolongée et intermédiaire. Donc, plus de 5 jours. moins de 5 jours. Aigu. Très bien. Plus de 5 jours jusqu'à 21 jours. C'est persistant. Supérieur à 21 jours, c'est au long cours. Très bien. Voilà, on passe sur ça. Donc, la fièvre, on peut dire que la fièvre est une urgence jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand un malade fait une fièvre, il peut cacher, il peut c'était un tableau d'un état septique grave. Donc, la fièvre est une urgence jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut faire attention chez un malade qui fait de la fièvre, surtout une fièvre aiguë. Donc, on va insister, je vais parler surtout de la fièvre aiguë. Pour la fièvre persistante, fièvre intermédiaire, on aura le temps. Vous allez voir les autres pathologies infectieuses, on a le temps d'explorer, on a le temps de prendre la température allongée. Là, on n'a pas le temps. Là, ce qui est aigu, c'est la gravité. Voilà, on a le temps. Même moi, si vous êtes des experts, vous serez des généralistes, vous ne serez pas d'infection par rapport à la plupart des étudiants. Donc, ce qui va rester, moi je fais le TD, ce qui va rester après, étant un généraliste, ou vous allez faire une autre spécialité. Pour la fièvre persistante, vous aurez le temps de revoir, vous avez vos référents, mais la fièvre aiguë, il faut agir. Vous êtes gynéco, une dame qui a de la fièvre, il faut savoir orienter le diagnostic en pédiatrie, en médecine interne, en chirurgie. Donc, la fièvre, il faut connaître les grands aspects de la fièvre aiguë. Donc, que doit-on faire devant un patient qui fait de la fièvre? D'accord, je suis en consultation, il faut être pratique. Là, on est aux urgences, on reçoit un malade qui fait de la température. Qu'est-ce que je fais?
Moi, je ne fais pas l'anamnèse. Moi, ce que je dis à mes étudiants, j'ai toujours dit ça. Mais vraiment, oui. Non. Regardez, il faut toujours voir le malade quand il rentre chez vous. Quelle que soit la spécialité, quel que soit le... Voilà, il fait de la fièvre, il fait pas de fièvre. Moi, je suis en train de parler de... Moi, je suis infectiologue. Je vois un malade quand il rentre, comment il est. Moi, je suis assise, je suis dans mon bureau. Moi, je suis assise, je ne sais pas, à voir, à discuter avec l'infirmière, avec mon confrère. Et il y a un malade qui vient, je suis en train, je ne sais pas, de rédiger une ordonnance. C'est un malade qui rentre. Il y a des malades où je dois aller, il y a chez certains patients, un patient, je dois bouger, je dois faire vite. Dès que je vois le patient, je dois faire vite. Il y a d'autres où j'attends que le malade vienne vers moi. Il y a des situations où moi je vais vers le malade, il y a des situations où le malade vient vers moi. Donc pour la fièvre, c'est ça. Hein. On va voir un malade qui vient, un nourrisson qui vient, voilà, il a convulsé, on vous dit, voilà, il a convulsé, il fait de la fièvre. Quand il faut aller vite, un patient dans l'état général est altéré, fait de la fièvre. Ça s'entend que le malade fait de la fièvre. L'état général trouve la conscience, donc je ne vais pas, voilà, qu'est-ce qu'il fait madame, je fais rien attendre. Donc il faut aller vite vers le malade. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est de gravité. Très bien. Donc il faut se précipiter, il faut être urgentiste et aller vers ce malade qui fait une fièvre aiguë avec trouble de la conscience, avec voilà, un état grave. Donc je ne peux pas aller voir si c'est une hypotence ou un trouble circulatoire, mais il y a une alerte, voilà, une alerte par rapport à tel ou tel signe. D'accord? Donc, rechercher les signes de gravité, donc un sepsis grave, les urgences. Donc, aussi, très bien, trouble de la conscience. Trouble de la conscience. Ça, c'est généralement les signes de détresse. Qu'est-ce que je dois faire? Prendre les constantes. Très bien. Je dois installer mon malade et, vite, prendre les constantes. Je vais prendre quoi? Constante. Fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, la température. Très bien. Je ferai sa température. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Je ne vais pas lier cette urgence, cette malade qui présente ce trouble de la conscience, cet état grave, donc qu'il fasse aussi de la fièvre ou ailleurs. Il y a des gestes qu'on doit faire devant cette détresse vitale. D'accord? Il y a trouble de la conscience. Je vais en même temps, je vais prendre et je vais pallier à ces insuffisances, à cette détresse. Donc, qu'est-ce que je fais? Très bien. Les quatre voies, je vais prendre la... Qu'est-ce que je fais? Très bien. La voie d'abord. Hein? Quelle sonde? Quelle sonde? Quelle sonde? Urgence. Tu vas placer une sonde gastrique, il y a une urgence. Les priorités. Urinaire aussi une priorité, mais il est en détresse, il est en hypoxie, voilà. Très bien, sonde d'oxygène, il y a des priorités. Sur le plan pratique, tu vas trouver tout ça. Au moins, ramenez-moi une source d'oxygène. Donc, tu dois oxygéner ton patient, d'accord? La durée reste bien sûr pour quantifier. Sonde nasogastrique, je peux la placer après. Il faut la placer, mais je peux prendre une voie. Si j'ai une voie, je peux prendre la voie. Mais c'est une sonde à placer avec le... Voilà. Mais après, donc je dois hospitaliser mon malade. Le malade qui il risque de faire une déshydratation, donc une oligo-anurie. Donc, il y a lieu de surveiller cette diurèse, voilà, qui reflète l'insuffisance rénale, l'état rénal. D'accord. Donc, donc devant cette situation, fièvre aiguë, on cherche les états septiques graves. Donc, pour laisser les états septiques graves, on va voir la définition physiopathe. Qui est toujours valable, ou voilà, que je trouve toujours aussi par rapport à moi valable. Donc, ce qu'on appelle le CIRS, le sepsis sévère et le choc septique. Très bien. C'est quoi un CIRS? Vous avez fait ça. Très bien. Pratique, c'est quoi? Fréquence respiratoire supérieure à 20, fréquence cardiaque supérieure à 90, hyperleucocytose à 12 000, leucopénie à 4 000, une température supérieure à 36 ou 38 ou inférieure à 38. Très bien. Il faut qu'on ait au moins 2 CIRS pour parler de CIRS. Est-ce que le CIRS est synonyme de pathologie infectieuse? C'est ce syndrome des réponses inflammatoires systémiques. Donc, on peut le voir ailleurs. Pas synonyme. Voilà, quand il y a un tableau infectieux, mais on peut le voir tout agressant. On peut le voir si on fait une pancréatite, on peut avoir un syndrome
Par exemple, si on fait une intervention chirurgicale, c'est une agression du corps, toute agression du corps pour donner un état, un CIRS. D'ailleurs, on peut avoir, juste après l'intervention, une température à 38, on peut avoir une hyperleucocytose, alors que tout allait bien, juste après une petite agression, on peut avoir un traumatisé, un polytrauma. Lors d'un traumatisme, il y a une agression, il y a une réponse inflammatoire qui est importante, donc on peut trouver ce CIRS. Donc CIRS, pas synonyme généralement, c'est un état infectieux, mais peut-être en dehors d'un état infectieux. Après le CIRS, il y a Sepsis. le sepsis. C'est quoi le sepsis? Infection. Très bien, une infection qui est confirmée, au moins cliniquement. Voilà. J'ai un tableau là d'infection urinaire, j'ai un tableau pulmonaire, ORL, sinusite, voilà. Je dis que c'est un sepsis avec les signes, je donne moi deux signes du CIRS avec une infection qui peut être cliniquement ou voilà, avec biologiquement, radiologiquement confirmé. C'est une pneumopathie avec, je peux parler de voilà, le sepsis. Maintenant, c'est quoi le sepsis grave? C'est une hypotension, mais qui répond au remplissage. Non, c'est pas une hypotension qui remplit. C'est pas quand on définit sepsis grave. C'est ça. Mais c'est quoi? C'est un malade qui fait? Toi, tu veux dire, soit celui-là, il est en train de faire un sepsis. La pneumopathie, non, celui-là, il est en train de faire. Moi, je n'ai pas pris ça attention. Je peux te dire, voilà, prédire qu'il est en train de faire un sepsis grave. Quand tu vois ton malade qui fait un sepsis grave, comment il est? Très bien. Il peut avoir un dysfonctionnement d'organes. Donc, trouble de la conscience. Qu'est-ce qu'il peut présenter aussi cliniquement? Très bien. Et peut-être en hypoxie. Très bien. Je peux aussi avoir cliniquement ce que vous avez dit. Très bien, une coagulopathie. Aussi, le malade, mon malade, donc il est passé du sepsis, c'est grave qu'il y a quelques signes, donc j'ai placé. Donc je vois que ça ne ramène pas. Donc le débit urinaire, il est inférieur à 0,5 par exemple millilitres. Très bien. Durée horaire. Voilà. Donc c'est dû à une hypoperfusion d'organes. Donc, c'est pour ce qui donne cette acidose lactique, cette oligurie, cette encéphalopathie. Donc, on revient à l'hypotension. Donc, si on prend sa tension, le malade est en hypotension. Donc, elle est inférieure, cette hypotension, cette tension artérielle, si on la prend, elle est inférieure à 90, ou une réduction d'au moins 90 mm de mercure par rapport aux chiffres de tension habituels. Là, quand un malade, voilà, toujours savoir si un malade est hypotendu ou hypertendu auparavant. Donc, c'est un malade qui fait un 11, s'il fait un 10 ou un 9, il n'est pas en hypotension. Donc, réduction d'au moins 10. D'accord, 10 mm de mercure. C'est un malade, il a l'habitude de faire, un 16, un 17, il te fait un 11, donc il est en hypotension. Toujours par rapport aux tensions antérieures. C'est peut-être qu'il y a des malades qui vivent avec un 10 de tension. Donc, un 9, ce n'est pas une hypotension. D'accord? Mais généralement, quand il y a le sepsis et tout, ça fait. Tout ces signes-là, il fait un 9, ça peut pas être ces chiffres habituels. Donc, il répond. Très bien. Donc, on doit remplir ce malade, on doit faire. On remplit ce malade. S'il répond ce malade, c'est un sepsis sévère. S'il ne répond pas, il passe voilà, le choc septique qui associe une hypotension persistante malgré très bien un remplissage adapté qualitativement et quantitativement. D'accord? Avec les macromolécules avec des signes d'hypoperfusion. Donc, un débit urinaire très faible, oligurie, donc une hypoxie. D'accord? On a recours à Dobutamine. comment on appelle ça? Dobutamine. Très bien. Donc, c'est le stade, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on arrive au choc septique, parce que généralement, le pronostic du choc septique est sévère. D'accord. Donc, on revient à notre malade qu'on a vu. Donc, on a installé notre malade. Qu'est-ce qu'on doit? Un malade qui fait tous ces signes-là, il est en sepsis sévère, il est en choc septique. Là, on a pris sa tension. On n'a pas lié à l'urgence par rapport aux gestes
immédiat. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Rechercher des choses. Très bien. Je suis moi infectiologue, je suis pavillon des urgences, je suis généraliste, il y a une pathologie infectieuse, donc je dois m'orienter vers, voilà, et rechercher un foyer. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je parle quand de faire un interrogatoire. Là, c'est une urgence. Hein. On va voir quand est-ce qu'on fait. On fait un interrogatoire, mais Ciblé, très ciblé. très bien. On est en train de, pratique, on est en train d'installer notre malade, de prendre les constantes, voilà, et de placer les différentes sondes. Et je suis en train de faire un interrogatoire ciblé. Donc, par rapport aux données que j'ai. Donc, pathologie infectieuse, il y a des états sceptiques qu'on doit évoquer, ne pas passer à côté. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas votre module si vous êtes moi. Personnellement, si vous passez à côté d'un palier, vous passez à côté d'une méningite, normalement, le module n'est pas acquis. D'accord? Donc, ça, c'est les prérequis de la pathologie infectieuse. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il présente des troubles, par exemple, il présente des troubles de la conscience. Un malade qui vient dans cet état, il présente des troubles de la conscience. Qu'est-ce que je vais faire? Scorer le patient. Très bien, on doit scorer le malade. On laisse le score de Glasgow. C'est pas un score pas tout, c'est pour les traumatiser surtout, mais on peut quand même l'appliquer par rapport, ça donne une idée sur ce qui se passe au niveau cérébral et le retentissement de cet état. D'accord? Scorer notre malade. Rechercher des signes de localisation. Le signe encéphalitique, signe de localisation, ça c'est l'interrogatoire. Il y a par exemple le parent qui va vous dire, le malade, il présente tel ou tel signe encéphalitique. Quels sont les signes encéphaliques? Hallucination, agitation, désorientation. Le plus fréquent, c'est quoi? Hallucination. Non, Agitation. non. Devant vous, je vous aide, devant vous ou chez lui, rapporté. C'est facile. Convulsion. Généralement, ils convulsent les malades. Avant d'halluciner, ils convulsent. Surtout la convulsion. Voilà. Voilà, quand vous dites hallucination, délire, trouble de la conscience, agitation, tous les signes encéphalitiques. D'accord? Et puis, de chercher Les significateurs. signes de localisation. Voilà. Une hémiparésie, une hémiplégie, d'accord? Des signes de localisation. Faire un examen neurologique. Voilà, les réflexes, la sensibilité, voilà, faire un examen neurologique. Après, on fait l'examen pour toutes les pathologies qu'on doit évoquer. On ne va pas dire ça. Parce que c'est normalement, on fait, même si je suspecte une méningite, de faire un examen cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Là, je commence par l'appareil neurologique, parce que je trouve de la conscience. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on fait? Appareil après appareil. Selon les. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, cardiovasculaire? Qu'est-ce que je cherche dans ce cas? Des souffles. Voilà, l'examen. Voilà, auscultation cardiaque. On recherche du nom endocardite pour éliminer l'endocardite. OK. Ça, c'est pour le bruit de cœur et des souffles. Pour l'appareil respiratoire, on recherche une matité, des vagues crépitantes, un foyer de condensation. On recherche une porte d'entrée cutanée, un purpura ou bien un purpura visible. Purpura qui oriente vers? Très bien. Méningo. Très bien, méningococcine. Surtout l'urgence, c'est la méningococcine. D'accord? Il y a cet état circulatoire, on a parlé du malade qui ne va pas bien et tout. Donc, entre autres, c'est surtout parler en premier lieu du méningococcine, mais après une méningite, avec toutes les méningites bactériennes, que ce soit bactérienne, l'urgence est bactérienne. Hein? Donc, examen cutané. Et digestif, bien sûr, on recherche d'une défense qui rentre plus sur l'urgence chirurgicale. Oui. C'est tout. Urinaire. Ça, c'est après quand on passe à l'examen. Hispanomégalie. Oui, on recherche hispanomégalie qui est de type, non pas parmi, qui est de type surtout pour le sepsis, pour l'état septicémie, qui est, c'est caractéristique.
C'est une pointe de rate qui est congestive, indolore, type septicémie, petite rate. Donc, voilà, qui nous oriente vers un état septicémique. Donc, en examen, on fait un examen complet à la recherche. Voilà, par exemple, pardon, on a oublié les signes encéphalétiques. Qu'est-ce qu'on recherche aussi avec le trouble neurologique? C'est très important. On est passé à côté, on est vite passé. Tellement c'est évident qu'on est passé. Donc, syndrome, voilà. Voilà. Un malade qui est comateux, c'est pas lui dire de rechercher. On va faire CGS, faire le Koenig, le Brudzinski, voilà. Trouble de la croissance, c'est le candidat à faire une PL. D'accord. Donc, voilà, on a fait cet examen. Donc, on est orienté vers certains diagnostics qui sont au terme de cet examen clinique. Vous vous êtes orienté vers tel ou tel pathologie. Très bien. Vous êtes orienté vers Une pathologie les méningites. Les méningites bactériennes, surtout les méningocoques. Pardon. Il y a la méningoxémie, les méningites bactériennes. Après, sont dans les méningites. pneumocoque. Oui, pneumocoque, méningite hémophilus, tout ce que vous voulez, méningite bactérienne. Il y a une autre méningite qui n'est pas bactérienne. Très bien, virale, herpétique qui est une urgence. OK. Très bien. Donc, on passe à d'autres. Pyrafilminomyéningoxémie, neuropaludisme. Voilà. Leptospirose. Non, c'est une pathologie infectieuse, mais qui n'est pas une urgence. Ce n'est pas un état septique grave. Les dermatodermites. Voilà. Nécrosante. D'accord? Et par rapport, il y a une notion toujours à rechercher par rapport au paludisme. On ne va pas évoquer le paludisme. Et évoquer parce que le malade est trop de la conscience, on l'évoque, mais toujours très bien. Avec ou sans, il faut toujours avec, même s'il a pris une chimioprophylaxie. D'accord. Au terme de cet examen clinique, qu'est-ce que je dois faire? Je recherche toujours une porte d'entrée, voilà, par rapport aux états septiques, par rapport aux méningites, et je fais Là, c'est l'urgence, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas s'arrêter. Et s'il n'y a pas des signes de contre-indication de la PE, on va faire. On va partir doucement. Faire ceci en dehors. Faire cela en dehors. Allez-y. Vous avez le malade devant vous, il n'y a pas de temps à perdre, c'est une urgence. On a examiné, on a pensé certaines pathologies infectieuses urgentes, état infectieux urgent. Donc, on a fait l'examen clinique. C'est orienté, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait notre examen clinique. On a une certaine donnée. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire des explorations. Voilà, un bilan d'orientation, un bilan de certitude. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Un bilan d'orientation standard, FNS, bilan de retentissement, d'orientation FNS, FNS, CRT, d'accord? Je vais faire bilan de retentissement, rénal, hépatique, ionogramme, tout le bilan de retentissement. Et là, on va insister surtout sur le bilan de certitude. Qu'est-ce que je fais? On va reprendre. On va reprendre nos fichiers. On a pensé, premier fichier, c'était quoi? Méningite. Qu'est-ce que je vais faire? PL, il y a une phrase qui suit la PL. En dehors des contre-indications. Donc, c'est un malade qui présente quand même des signes encéphalétiques, qui présente, donc en dehors des contre-indications. Je vais faire la PL. Quelles sont les contre-indications? Trouble de l'hémostasie. C'est-à-dire, les signes. si vous dites HIC, vous allez me dire les signes d'HIC, c'est vomissement. C'est les signes de méningite. Mais il y a des signes de ce que vous avez dit tout à l'heure. Très bien, les signes encéphalétiques, les signes de localisation, ça contre-indique. Donc PL, donc scanner plus PL. Donc je dois différer la pratique jusqu'à ce que je fasse un scanner. Voilà, on a les signes de localisation. Qu'est-ce qu'on a encore? Le trouble de l'hémostase. Un malade instable. On ne doit jamais évacuer un malade, demander un scanner s'il y a des troubles circulatoires ou ventilatoires.
malade qui est hyperventile, qui n'est pas bien, qui nécessite un recours à une intubation, donc on ne va pas l'envoyer faire un scanner, on peut temporiser. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut gérer d'urgence. Gérer d'urgence et traiter comme tel. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On fait l'APL en dehors des contre-indications. Donc, il y a certaines situations, on doit faire un scanner. Après, vous avez parlé de troubles d'hémostase, c'est-à-dire TP bas. TP bas. Hémophilie. Donc, C'est la crasse sanguine. la méningococcémie. Donc, tu ne peux pas faire un taux de plaquette qui est bas, on a un TP qui est bas, on a parfois ici évidé. Donc, c'est que ça contre-indique. Qu'est-ce qu'il y a encore comme trouble d'hémostase? Un malade qui est sous anticoagulant. Donc, il faut toujours demander qu'est-ce qu'il prend comme. Voilà. Infection du site. Très bien. Là, ça contre-indique. l'APL. On a dit. Les contre-indications de l'APL, normalement. Mais en présence d'un scanner normal, s'il y a une midriase, s'il y a un OK, ça contre-indique l'APL. Donc, il faut toujours examiner votre malade quand il revient du scanner. Entre-temps, il peut engager un scanner normal au cours de route, une demi-heure, et peut passer à. Donc, si vous examinez toujours l'état des pupilles, c'est très important. D'ailleurs, dès le début, il fallait insister. Est-ce qu'il est en midriase, réactif, aréactif? Ça, c'est un signe de localisation. D'abord, vous réexaminez avant de faire une PL, même avec un scanner normal. Et en plus, c'est un signe d'engagement, pré-engagement, d'engagement. D'accord. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais aussi par rapport à la méningite? Fichier méningite maintenant. PL, en dehors de contre-indication. Hémoculture. PL, hémoculture. Je peux faire des hémocultures. Je peux avoir la confirmation par rapport à une hémoculture qui est positive. Voilà, je dirais méningite à pneumocoque confirme aux hémocultures, alors que pour le SCR, il n'y a pas 100%, on a une culture voilà, positive si on fait une méningite. Hein. Même si on ne prend pas de traitement. Qu'est-ce que je fais aussi? Donc, prélèvement au niveau de la porte d'entrée. Chinotite, gynoporée. Je fais un prélèvement au niveau de la porte d'entrée. Pour les méningites, mais pour le purpurage, je fais un prélèvement au niveau du purpura. Okay. On passe aux états septicémiques. Qu'est-ce que je fais? Toujours hémoculture. Connaissez les critères d'hémoculture. Vous allez les moment des frissons, des pics fébriles, d'une façon aseptique. Ah, il y a un moment, aidez-moi. En quantité suffisante. 5 cc chez l'enfant, 10 cc chez l'adulte. Mais je vous dis, il y a un malade qui est très difficile à piquer. Vous allez voir ce que vous pouvez l'ensemencer, vous l'ensemencez. Il ne faut pas, si vous n'avez pas 5 à 10 cc, vous faites vos hémocultures. D'accord? Répétez. Quantité suffisante. L'asepsie. Les pics, hypothermie. Vous allez faire le TD sur les états septiques, on va vous expliquer plus. Je sais que vous connaissez. Donc, prélèvement aussi au niveau de la porte d'entrée, qui est accessible. Voilà. Donc, porte d'entrée cutanée, pour les sepsis, voilà, par exemple, une sonde urinaire. Voilà, s'il fait une septicémie, un état septique grave par rapport à la porte d'entrée et à partir urinaire. Voilà. Donc, on fait la culture de la sonde urinaire. Porte d'entrée, qu'elle soit cutanée, qu'elle soit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme porte d'entrée aussi? On peut prendre. Déjà, si on ne peut pas. Si on peut, la vaisselle. Oui, la vaisselle, les urines, les selles. C'est tout. Pour les prélèvements. Ce qu'on peut prélever, c'est. On peut prélever. Voilà, on examine le malade, ce qu'on peut prélever, on le prélève. Et aussi au niveau des localisations secondaires. Voilà, si le malade fait un abcès sous-cutané aussi, on peut prélever. Un porte d'entrée, voit ce qui est cutané. Par rapport aussi, si le malade fait une pleurésie, s'il fait une acide, toutes les localisations secondaires, on peut faire un prélèvement au niveau de localisations secondaires accessibles. Très bien, maintenant on passe au fichier paludisme. Donc c'est là cette notion de retour d'une zone d'endémie.
Voilà. On a un tableau de coma fébrile. Qu'est-ce que je fais comme prélèvement? Petit sanguin Un goutte épaisse. Produit sanguin, goutte épaisse, qui va m'orienter. Donc, sur la parasitémie, sur l'espèce plasmodiale. D'accord? Quelle est l'espèce qui est en cause? Très bien. Palégie falciparum. Voilà, on a aussi l'état par rapport à notre état, notre fichier, les dermo-épidermites aussi. Qu'est-ce que je fais comme examen? La recherche d'une porte d'entrée. Non, quand on a voilà, une porte d'entrée, certes, mais pour cette, on a une dermo-hypodermite, qu'est-ce que je fais? Écho donc, Ici, les luttes microsantes, voilà. Échographie des partiments. Là, on examine, là, on est en train de faire les examens de certitude biologique. Très bien. Pas éco-bionnage, mais je fais un prélèvement. Généralement, ça c'est au bloc, ça se fait au bloc opératoire, je fais un prélèvement. D'accord? Un fournier, par exemple, ou ici le lutte microsante. Ça, c'est le bloc. Là, il faut le faire, le prélèvement au niveau du bloc opératoire. D'accord? On passe, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Prélèvement, donc si on a une pyélonéphrite, par rapport au début, on a des lombalgies fébriles, ça rejoint les sepsis aussi, les septicémies, c'est l'équivalent du septicémie. On va faire LECB, on va faire l'hémoculture, d'accord? Échographie, vraiment. Après, on va passer à présence d'un ictère fébrile, on fait des hémocultures aussi. Donc, si on a un abdomen aigu fébrile, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, vous palpez, vous trouvez un abdomen quand même aigu et on est en infectieux. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je ne cherche pas à comprendre. J'envoie mon malade en chirurgie. J'élimine une urgence chirurgicale. D'accord? Je ne vais pas dire je vais faire des hémocultures, je vais faire ceci, cela. Pas temporiser et voir la réponse aux antibiotiques. Abdomen aigu fébrile, avec chirurgie, après je reprends mon malade. Je fais les gestes d'urgence, hein. Quel que soit, je ne bats jamais un malade instable, même s'il fait un abdomen chirurgical. Il risque de passer au cours de route. Donc, je fais ce qu'il y a de faire par rapport à j'ai vu l'urgence, voilà, et j'évacue le malade à l'hôpital le plus proche si je n'ai pas de service de chirurgie là où je travaille. Après, on fera les examens radiologiques. Donc, on comprend que ça c'est facile. S'il fait un problème digestif, je fais une échographie, une TDM. Voilà, très bien. Par rapport à une endocardite, qu'est-ce que je fais? Voilà, très bien. Je connaissais. Ça, j'ai le temps de le faire. Là, comme étant comme urgentiste devant une fièvre aiguë, ce que je dois faire, c'est faire ces examens biologiques. La radiologie, je peux faire un téléthorage. J'ai un peu de temps, j'ai jugulé. Donc, je peux faire des examens radiologiques. Sinus, radio des sinus, et... Ok. Là, on est tranquille. On a posé des diagnostics. Moi, personnellement, je serais tranquille, relativement. Si j'arrive à poser un diagnostic, bah, après, c'est le pronostic. Je commence mon traitement. Si j'ai certaines orientations par rapport à mes fichiers, je commence mon traitement, ma prise en charge. Là, je suis un peu tranquille. Donc, je dois reprendre ma place. Ouf, j'ai jugulé l'urgence. D'accord. Donc là, on va voir. Ça, c'est la première éventualité devant une fièvre aiguë. Là, en dehors des urgences, je peux avoir une fièvre aiguë. En dehors d'un état septique grave, en dehors des urgences. Je reçois, voilà, madame accompagnée de son mari ou d'une amie. Elle vient, me dit, voilà, je ne suis pas bien, je fais de la fièvre depuis 2 jours. Donc, ça peut relever d'une infection bactérienne ou virale. Mais là, je suis tranquille. Je fais mon examen, je peux faire tranquillement mon interrogatoire. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'urgence. Elle est bien, la femme, elle est bien. Je peux reprendre sa tension, peut-être qu'elle fait une petite hypotension, peut-être qu'elle fait un pur, mais ce n'est pas une urgence, il ne relève pas de l'urgence. L'état général est bon. 2 jours, il n'y a pas de retentissement de cette fièvre sur l'état général, donc ce n'est pas une urgence. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Même le temps, vous voyez, ça change. Là, je suis tranquille. Ouais, pas d'âme.
Interrogatoire. Très bien. Qu'est-ce que je cherche? Les signes. Ah, bon, systématique. Il faut être. Les signes fonctionnels. Je dois raisonner. Un vieux, un nourrisson, un enfant. J'ai dit madame, mais je peux avoir tous les âges, d'accord? L'âge du patient, je vais m'orienter par rapport à l'âge. Je sais les enfants ce qu'ils vont faire quand ils vont faire des fièvres aiguës, l'adolescent, je ne sais pas, le vieux, une dame, la femme, l'homme. Donc l'âge, qu'est-ce qu'il y a aussi en pathologie infectieuse? La profession. Très bien. Il y a des maladies professionnelles. D'accord? Mention de voyage. Très bien. Le terrain. Le mode de vie. Les antécédents médicaux. Très bien. Les comorbidités. Chez nous, il y a toujours des questions à poser. Toujours. L'installation. L'état vaccinal. Quelle que soit la pathologie, quelle que soit l'urgence, il faut toujours et l'allergie. Parce qu'on est prescripteur d'antibiotiques. Donc, il ne faut jamais oublier de demander si le malade est allergique à un terrain atopique ou il est allergique ou tel antibiotique. Parce qu'on va prescrire. Qui dit fièvre, généralement on prescrit. Donc, autant demander dès le début s'il fait de la fièvre, voilà, par l'interrogatoire, est-ce qu'il y a une notion d'allergie connue par rapport à tel ou tel antibiotique ou tel médicament. D'accord? Et la vaccination. Parce qu'il est vacciné, généralement, c'est les enfants. Voilà. Une commodité est un vaccinat, exposition à un risque tropical, animal, contagieux ou autre. Voilà, il y a des zoonoses, des zoonoses en pathologie infectieuse. Donc, LIH, vous avez dit tout à l'heure l'LIH, la sclérose. Est-ce qu'il y a un risque ou c'est une exposition à un animal ou un contagieux, d'accord? Voilà, pour les virus, pour les méningites, il y a une contagion généralement. Les virus, c'est pas le cas similaire. Il y a, voilà, rechercher les cas similaires. Notion d'exposition. On cherche les signes fonctionnels. Des signes Interrogatoire, un traitement, si le malade est en train de recevoir un traitement. D'accord? Après, on passe aussi. fonctionnels. Très bien, qu'est-ce qu'on recherche? C'est facile, les signes fonctionnels, vous allez revoir les pathologies. Voilà. Si on fait une méningite, qu'est-ce qu'on a comme signes fonctionnels? Si on fait une pneumopathie, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez vous retrouver par rapport à l'état infectieux des signes fonctionnels. Sinon, vous allez vous perdre, vous allez vous répéter, vous allez vous perdre. Si on fait une méningite, qu'est-ce qu'on recherche? C'est des vomissements. Très bien. Constipation. Ou diabète, selon l'enfant ou adulte. Très bien. Si on fait une pneumopathie, qu'est-ce qu'on recherche? Une toux. Tout, voilà. Tout est dyspnée, polypnée, voilà. Oui. Douleur thoracique. Allez-y. Signes urinaires. Brûlure mixionnaire. Par rapport à une angine aussi, par rapport à une otite, par rapport à une bisotalgie, par rapport à une sinusite, des céphalées. Donc, on va s'orienter par rapport à la pathologie incriminée. Vous voyez qu'on dort maintenant, quand on est tranquille, on est à l'aise. D'accord? Donc, on fait de la fièvre, il faut rechercher de la fièvre, des frissons, des sueurs, des myalgies, un syndrome algique, par exemple LIH, syndrome algique, des arthralgies, retentissement de cette fièvre sur l'état général. Voilà, la tolérance. Parfois, on fait une angine et ça retentit. Il fait cercle de grippe, ça retentit sur l'état général. Il fait cercle de grippe et vous voyez le malade dans l'état général est altéré. Donc, retentissement de cette fièvre. On recherche si cette fièvre, il y a atteinte d'autres organes. D'accord? On procède après à un examen clinique. examen clinique. Je vais faire comme j'ai l'habitude d'examiner, de faire pour les autres pathologies. Je fais l'interrogatoire, je cherche les circonstances, je prends mes constantes et je commence à examiner mon malade à la recherche d'un foyer infectieux. Voilà ce que je fais. C'est selon les signes fonctionnels. L'examen complet, pas selon les signes fonctionnels. Pour commencer, voilà, s'ils toussent, je vais commencer par l'appareil neuropulmonaire. Voilà. L'examen des méninges à la recherche C'est neuroménager. Voilà. Cardio-pulmonaire. Revêtement cutané, je cherche une éruption. Fièvre génération synonyme de, surtout c'est un enfant qui consulte, c'est les fièvres éruptives qui sont très fréquentes en pathologie infectieuse. Plus de 70% des enfants consultent, des mamans consultent par rapport à une fièvre éruptive.
Donc, c'est un TD qu'on va voir en long et en large, les fièvres éruptives, toutes les fièvres scarlatiniformes, morbilliformes, tout ce que vous voulez, toutes les pathologies voilà, des fièvres éruptives. D'accord? Donc, cutané peut avoir toutes les éruptions. Vous pouvez imaginer pour une fièvre éruptive, surtout les adénopathies. Donc, ça commence généralement d'adénopathie. Voilà, on cherche les adénopathies. Donc, l'abdomen surtout, il n'est pas tout splénomégalie. Voilà, ORL, les sinus, examen avec un otoscope. On va faire aussi l'examen urogénital, c'est très important d'examiner. Voilà, il faut faire un examen complet avec les touchés pelviens. Chez la femme, toucher vaginal, et chez l'homme, toucher rectal, même chez la femme, surtout chez nous avec la pathologie voilà, VIH et tout. Donc, il faut faire un examen complet, vraiment complet. Il y a de la marche anale et toucher pelvien. Donc, un examen complet, système clinique complet. Donc, si on suspecte une infection bactérienne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait systématiquement des prélèvements? Quand vous consultez, pratique. Est-ce qu'on systématiquement, on vous demande, on vous fait des examens complémentaires? Il n'y a pas lieu de faire des examens complémentaires contre la pathologie. Voilà, quand je fais une angine, généralement, je fais pas. Je sais que le germe qui est plus incriminé, donc je traite en fonction de ce germe. Je ne vais pas faire d'examen complémentaire. Un traitement de gorge pour tous les malades qui font une angine. D'accord? Donc, ce n'est pas systématique. Donc, je traite et je donne une antibiothérapie probabiliste. Donc, si le foyer il est identifié cliniquement, donc il n'y a pas nécessité au recours à un prélèvement bactériologique. Donc, pneumopathie, une cystite, donc je sais pas, il n'y a pas lieu, je traite comme tel. Donc, en absence de signes de gravité, donc il n'y a pas d'antibiotiques, il faut surveiller le malade. Et si je n'ai pas un foyer identifié, qu'est-ce que je fais? Fièvre nulle. Fièvre, je n'ai pas voilà, une fièvre, un malade, quelques signes, mais je n'ai pas de. Il fait des céphalées, j'arrive pas à identifier. Donc, je peux demander des examens complémentaires. J'ai une fièvre éruptive, mais qui peut évoquer plusieurs, par exemple, virus. Et j'arrive pas à trancher. Il y a un terrain, par exemple, rubéole, c'est pas grave, je peux dire à la maman que c'est une rubéole. Voilà. Mais il faut trancher. Si la maman, elle est enceinte, si dans mon entourage, il y a une femme enceinte, je dois faire un prélèvement. Donc, je dois attendre pour trancher jusqu'à j'ai le résultat des prélèvements. Si j'ai une fièvre, je n'arrive pas à avoir, j'ai fait un téléthoracre, je fais un ECBU, une fièvre nulle. Voilà, 2-3 jours, mais j'ai rien, mais il y a un retentissement sur l'état général. Il faut trancher, donc je fais quelques examens complémentaires d'orientation et de certitude. D'accord? Donc, je ne donne pas d'antibiotiques, c'est l'état général peut-être, c'est-à-dire il n'y a pas d'urgence. Je peux différer au bout de 2 jours. Pour le CBU, généralement, c'est un examen direct positif. Je peux dire qu'il est en train de, j'attends la culture, mais je peux commencer un traitement probabiliste. Mais il n'y a pas le feu, c'est pas comme un état septique grave. Donc, je dois instaurer un traitement dans l'heure qui suit. Voilà la consultation ou le diagnostic immédiatement. Il n'y a même pas d'heure si j'arrive à trancher, à orienter mon diagnostic. Là, j'attends les examens complémentaires. D'accord? Donc, pour les enfants, généralement, on suspecte, j'ai dit, les virus. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Mention d'épidémie pour contexte dans les crèches. Il y a épidémie de varicelle, il y a épidémie de rougeole, donc je cherche des notions de contagion ou d'épidémie. Donc, généralement, ça touche l'enfant, l'adolescent jeune, l'adulte jeune. Donc, généralement, c'est des virus saisonniers. Je peux m'orienter par rapport à la saison, tel ou tel virus qui est voilà, à l'origine de cette infection. Donc, la guérison, généralement, sans traitement, elle est au bout d'une semaine. Aucun examen complémentaire, pas d'antibiotiques. Ces doutes, qu'est-ce que je fais? Je fais une formule, je fais une CRP et je fais une procalcitonie. C'est un examen coûteux, il ne faut pas faire. Quand je suis gênée, j'arrive pas à trancher. Donc, je fais cette procalcitonie qui peut orienter, quand elle est supérieure à 0,5 nanogramme, donc elle peut orienter vers une origine bactérienne, mais pas systématique. Vraiment, quand j'ai le doute. D'accord? Ce qu'il faut retenir, une fièvre voilà, qui ne relève pas d'urgence,
c'est généralement les viroses. Donc, on revient. Donc, pour l'APL, donc l'APL, il faut la mettre, par exemple, il y a un terrain particulier, par exemple, chez l'enfant, au moindre doute, il faut faire une PL. Donc, si j'ai une fièvre nue, j'ai une gastro-entérite, donc il faut faire une PL en dehors des signes neurologiques. D'accord? Donc, chez l'enfant, s'il y a une contagion érective, chez la femme enceinte, il faut évoquer devant une fièvre. Très bien, la dystérie, c'est une dystérie comme ça, est traitée comme telle. Si je agis généralement ces infections respiratoires et urinaires, quand on a une valvulopathie, une prothèse valvulaire, pour évoquer une endocardite. Donc, on arrive là au traitement, à la prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est facile. Les états infectieux graves, on est orienté. Voilà. On suspecte BGR, on donne un traitement en fonction qui cible les BGR. On suspecte un sepsis à stade, on donne des antibiothérapie bactéricide qui cible le stade. On a un palud, on donne un traitement, voilà, pour le paludisme. Vous allez faire le paludisme. Voilà, donc artisunate, quinine, voilà. Donc, on suspecte dermopiodermite aussi, il faut viser les anaérobies aussi, entre autres. Méningite, donc si on a un méningoméningoxémie, il faut donner. Non? Voilà. Si on suspecte une méningite à pneumo, associé. S'il y a des signes, très bien, de gravité encéphalitique, il faut l'associer et attendre le résultat. Non, antibiotiques. Voilà. Et tester les CMI. Donc, en fonction des CMI, on peut revenir et arrêter la vancomycine. Voilà, très bien. Méningite herpétique, c'est la cyclovir. D'accord? Maintenant, on est tranquille. On revient. On est tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un enfant, il faut traiter. Il faut faire baisser sa température. Voilà, nourrissant un enfant, les extrêmes, on peut dire en dehors de l'étiologie, elle peut être grave. Donc, il faut traiter, il faut faire très bien. On donne des antipyrétiques, très bien. On prévient les convulsions chez le nourrissant. Très bien. Donc, on a dit la plupart des infections, notamment chez le nourrisson l'enfant, sont d'origine virale, donc il n'y a pas de traitement. Donc, l'antibiothérapie, elle est impérative si suspicion d'infection grave, si elle est signe de gravité, et adaptée à l'étiologie suspectée ou documentée. D'accord? Normalement, on fait ça. Oui. C'est bon? Oui. Il n'y a pas de questions? Vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'on a compris. Hein? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a lieu de retenir? Comment? Est-ce qu'il y a lieu de retenir? Devant en premier lieu devant une fièvre, voilà, fièvre aiguë, il faut rechercher les états septiques graves, signes de gravité, les états septiques graves et jugulés. Voilà. Et donc là, à ne pas oublier, à vie. Ce qui doit rester, c'est penser à une méningite, un palud, les états septiques, les septicémies, toutes les septicémies. Voilà, l'état de choc des septicémies. D'accord. Ce qu'il y a à faire comme examen. Les autres, je suis généraliste, je suis réanimateur, il y a l'infection, je rédige une lettre et je l'adresse. Je fais des examens complémentaires et j'attends. J'ai une fièvre éruptive, je pense à telle ou telle épidémie, je m'oriente, je suis tranquille. Mais devant l'état septicémique grave, c'est une pathologie, c'est des pathologies qui peuvent être potentiellement mortelles chez des gens jeunes, chez des patients jeunes qui n'ont aucun antécédent. Voilà. Donc là où il y a il y a l'urgence, donc voilà, il faut juguler l'urgence, il ne faut pas attendre à ce qu'il soit africain pour penser à un palud. Il faut toujours demander la notion de séjour. Hein. D'accord? C'est bon. Il n'y a pas de question. Vous avez compris? Oui. Je vous remercie pour votre attention.